Ok, bonjour. On va commencer. J'espère que vous allez bien. Allô? Allô? Oui, vous m'écoutez? Bien, très bien, ça, je sais. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va commencer la troisième leçon qui est de comment nous pouvons créer notre deep learning, notre architecture deep learning en utilisant TensorFlow. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous avons fait la dernière fois? Moi, j'ai pas de questions. Rapsoumbé, si tu parles, on ne t'écoute pas. Allô? Bon, on ne t'écoute pas. Si tu as des questions, il faut les poser dans le chat. Hier, on vous a envoyé le mail, hier ou bien très tôt ce matin, et avec le dossier qui comportait ce cours. Est-ce que vous avez ouvert ce dossier sur votre machine? Oui, oui. Ok, super. Donc, le tout premier problème, comme nous avons vu au cours, qui est le problème qu'on utilise le plus pour pouvoir débuter un projet, que ce soit machine learning ou deep learning, c'est les problèmes de régression, puisque nous tous, nous pouvons définir une régression. Maintenant, dans notre cas, nous allons simplifier à prédire un nombre. Par exemple, nous aimerons savoir, est-ce que si on veut prédire le prix de vente d'une maison en donnant des informations par rapport à la maison telles que le nombre de pièces, la superficie, le nombre de chambres, ou bien on peut prédire les coordonnées d'un objet sur une image, ou bien on peut prédire le prix d'une assurance médicale pour un individu en donnant ses propriétés démographiques comme le sexe, l'âge, son genre ou bien la race. Donc, dans ce Jupyter Notebook, nous allons parler des bases de comment nous pouvons prendre des entrées assez simples, c'est-à-dire nos données, pour construire un réseau de neurones nous permettant d'identifier que ce soit des entrées et après faire une prédiction. Et tout ce que nous allons manipuler, ça sera sous forme de nombres. Donc, qu'est-ce que nous allons faire dans ce Jupyter Notebook? Nous allons utiliser TensorFlow pour pouvoir définir une architecture de régression, un modèle de régression en utilisant les engrais, définissant les entrées et les sorties, c'est-à-dire nous avons des features qui vont représenter ici nos variables indépendantes et nous avons les labels, la sortie qui correspond à notre variable dépendante. Nous allons créer des données qui vont permettre et les entraîner. Et l'étape de modélisation est ici de comment on peut créer un modèle de deep learning, comment on peut compiler un modèle, c'est-à-dire définir une fonction de perte. Nous avons vu ensemble comment on peut définir les fonctions de perte, comment on peut configurer un optimiseur et comment on va pouvoir créer et définir les métriques d'évaluation. Et enfin, on va y aller dans l'entraînement proprement dit du modèle. Maintenant, pour évaluer le modèle, on peut visualiser le modèle, on peut vérifier la courbe d'entraînement et on peut comparer les prédictions avec les données vraies en utilisant l'évaluation métrique. Et à la fin, on peut avoir la possibilité de sauvegarder le modèle de telle sorte que nous pourrions utiliser le modèle plus tard.
Et après avoir sauvegardé, on peut charger encore le modèle pour uniquement faire des prédictions. Donc, on dit bien ici, n'ayez pas peur si tous ces éléments n'ont pas de sens pour vous. Nous allons les voir les uns après les autres. Comment utiliser ce notebook? Nous allons dire, nous allons, euh, nous allons commenter et nous allons essayer de pouvoir écrire des codes pour des parties où on va nous demander d'écrire des codes. Donc, les architectures d'un réseau de neurones de régression, par exemple, dans un réseau de neurones de régression, il y a plusieurs éléments que nous allons prendre en compte. Dans ce que nous avons vu les 2 semaines passées, nous avons vu ensemble que on peut définir un réseau de neurones. Maintenant, dans le réseau de neurones, il y a des paramètres du réseau de neurones que nous pourrions les configurer, qu'on appelle encore les hyperparamètres, tels que le nombre de couches d'ancré, le nombre de couches cachées, le nombre de neurones par couche, la fonction d'activation, la fonction PET, le type d'optimiseur. Maintenant, ici, on a essayé dans le tableau-ci, on a essayé de donner quelques résumés sur comment est-ce que on peut voir ces différents éléments-là, de telle sorte que lorsque nous allons définir, ça ne puisse pas être étrange. Comme on parle de couches cachées, on peut avoir un maximum, minimum une couche cachée et maximum un nombre indéfini de couches cachées. Le nombre de réseaux par couche. En fonction du problème spécifique, on peut avoir entre 10 et 100 réseaux de neurones par couche. Cela n'exclut pas qu'on peut aller même jusqu'à 1000. De l'activation de chaque couche cachée, on peut utiliser une fonction revue qu'on a vue ensemble. On peut utiliser une fonction sigmoïde, une fonction, d'autres types de fonctions que vous connaissez. Mais dans l'activation de la couche de sortie, on peut utiliser toujours revue, logistique, tangente hyperbolique. Maintenant, la fonction PET ici, on peut définir le mean square error, le mean average error. On peut combiner les deux. On peut faire plein de choses. Maintenant, quel est l'algorithme d'optimiseur qu'on va utiliser? L'algorithme d'optimiseur, c'est l'algorithme qui va nous permettre de mettre à jour nos différents points. Comme on a vu ensemble la descente du gradient, il nous permet de mettre à jour nos différents points. Ici, par exemple, on peut utiliser la descente du gradient stochastique ou bien la méthode d'Adam qui combine la descente du gradient stochastique aussi. Nous sommes ensemble jusqu'à ce point. Et c'est bon ça. Des questions? Non. Bon, la fonction réduite, c'est la fonction rectifier, hein? Oui, oui, rectify. Et maintenant, sigmoïde. Pourquoi je n'ai pas entendu parler de sigmoïde ici? Non, non, il y a la fonction sigmoïde, juste qu'on n'a pas mis, on a juste mis usually. Mais on peut Ok, utiliser sigmoïde, on peut utiliser d'accord, tangente, hyperbolique et plein d'autres. d'accord. Maintenant, si vous voulez beaucoup d'informations concernant la régression linéaire, vous cliquez sur ce lien-ci, ça va vous renvoyer sur le livre dont vous pouvez acheter et vous pouvez lire si vous en avez envie. Ça va vous apprendre vraiment beaucoup de choses sur machine learning qui est resté un software. Maintenant, pour utiliser TensorFlow, nous allons importer TensorFlow en utilisant l'alias TF pour TensorFlow. Donc, vérifiez d'abord que vous avez installé TensorFlow et vous affichez la version de TensorFlow. Donc, vous exécutez, vous me dites quelle est la version de TensorFlow que vous avez dans votre machine. Allons-y ensemble. J'aimerais savoir comment se rassurer que TensorFlow est bien installé. En exécutant la ligne ci, la celui-ci. La dernière fois quand vous avez envoyé, j'ai essayé de faire, j'ai exécuté, mais bon, rien n'est installé, l'erreur n'est pas sortie, donc j'ai pas compris. J'ai essayé de tester,
Et ça n'affiche rien aussi. Tu as exécuté la ligne de la cellule-ci. Non, pour ce fichier, je viens de télécharger. Je parle de la dernière fois avant le Non, début non, du cours. parce qu'on n'avait pas demandé d'afficher la version. Maintenant, on a demandé d'afficher la version. Donc, vas-y, essaye d'exécuter la cellule-ci. Tu vas voir la version. D'accord, d'accord, ça marche. C'est bon. Ouais, moi, j'ai l'impression que j'avais pas tout pu installer TensorFlow, là. Ça Ça met me, quelle erreur? ça m'envoie l'erreur qu'il n'y a pas le truc TensorFlow. No module name TensorFlow. Ok, essaye un peu de créer une cellule en bas comme ça. Tu tapes juste pip install TensorFlow. Si tu as une bonne connexion, on va voir. Je pense que ça va prendre. J'ai Essaye un peut-être peu pas. de faire ça d'abord. On va voir ça. Je tape pip. Install TensorFlow, tu exécutes. J'aimerais savoir au niveau de Jupyter Notebook, quand on installe TensorFlow, c'est valable pour tout le code ou bien c'est dans chaque travail qu'on doit faire ça? C'est valable pour tous les codes. D'accord. Tentez de télécharger TensorFlow Ok, 2.16. ok, Je pense que ça va finir. ok. Maintenant, c'est pour ça. Ah, réaction B, c'est bon chez toi? Je suis encore en train d'ouvrir en encoda. Ça prend un peu du temps comme la machine est un peu surchargée là. On D'accord, on peut continuer. On peut continuer, je ferai au fur et à mesure. d'accord. Ça a écrit 2024, 10, 12. Quoi. Bon. C'est ça, Euh, mais quelle version? La version ici en haut. bon, Ça doit être une version récente. c'est vrai, c'est encore en test signé par c'est tout et toi, donc ça n'a pas encore mis la version.
Ça prend le temps chez toi, hein. Bon, ça va finir, hein. 2.16.2. Oui, oui, t'es sûr. C'est la dernière version. Ok, Mhm. super. Avec, il faut commenter le PIPSI pour que ça ne crée pas de problème. Je commande ça encore. Donc, comme tu as déjà exécuté, non, si tu peux supprimer la ligne là. Ok. Ok. Maintenant, on peut créer les données et voir et faire l'encrement sur ces données-là. Ici, on Mhm. va générer les données juste de façon aléatoire, en utilisant NumPy, étant donné que dans Deep Learning, les données que nous allons le plus manipuler seront les données matricielles, même si c'est un vecteur sur une matrice à une dimension. Donc Mhm. ici, on crée une donnée à une dimension qui est notre X, et on crée nos labels qui est le Y à, qu'on cherche à prédire. Donc, on Mhm. fait un scatter plot qui va représenter une régression entre Y en fonction de X pour voir l'évolution. Donc, on exécute et on Mhm. va voir ce que ça va donner. On voit que c'est vraiment Ouais. une droite, hein, une bonne droite linéaire. Maintenant, avant de modéliser, nous allons calculer pour voir s'il y a une relation entre X et Y. Là, on voit bien qu'il y a une relation entre X et Y. Maintenant, par exemple, on nous demande, en nous basant des données, quelle est la valeur de X, Y, quelle est la valeur de Y si X avait une valeur de 17. Ok. Donc, c'est juste faire la projection et trouver la valeur de Y. Ou Mhm. bien, si ça avait la valeur de moins 10, c'est ce qu'on Mhm. appelle la régression, la prédiction. De telle sorte, à chaque entrée, on va avoir, à chaque fois qu'on met X à l'entrée, on va avoir la valeur de Y. À chaque fois qu'on met X, on voit la valeur de Y. Mhm. Maintenant, ici aussi, on dit l'un des concepts les plus importants quand nous travaillons sur les réseaux de neurones sont ce qu'on va appeler comment dimensionner la courbe, les contours de l'entrée et la sortie. Puisque les contours de l'entrée, c'est une dimension, ça représente nos données que nous allons mettre sur l'entrée de notre modèle. N'oublions pas que l'entrée du modèle ici représente les neurones. Maintenant, Mhm. la sortie doit être aussi faite de telle sorte que ce que nous aimerons voir comme sortie de notre modèle. Mhm. Donc, ces dépendances diffèrent d'un problème à un autre sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, on ne doit pas aussi oublier que les réseaux de neurones acceptent les nombres comme sortie, acceptent les nombres et les nombres et comme sortie. Et ces nombres sont essentiellement représentés par ce qu'on va appeler les tenseurs. Les tenseurs ici représentent encore comme ou les matrices. Donc, avant de créer nos données en NumPy et des matrices en NumPy, mais nous pourrons aussi faire la même chose avec les tenseurs. Donc, regardez comment on crée des données avec les tenseurs. Par exemple, si nous avons les entrées et sorties que nous voulons créer en utilisant un modèle de régression. Voici par exemple les informations sur la maison. On utilise tensor.constant. Maintenant, le prix. Voici le prix. Et maintenant, on va afficher info et prix et on peut afficher la dimension de l'info. Donc, si on rend la courbe aussi, on voit ici que voici le tenseur que nous avons créé. Son chef ici, c'est croix, virgule 1. Voici ça ici. Croix ligne, on ne met rien. Zéro colonne. Maintenant, le type, c'est le string. Maintenant, les valeurs à l'intérieur, ce sont les arrays. Et le type, c'est l'objet. Ensuite, le second tensor ici qu'on a, c'est quoi? C'est un nombre entier et le type, c'est aussi array. Attends, recommence un peu l'explication ici. J'étais même pas bien suivi ça ici. Il dit, dans, lorsqu'on travaille avec TensorFlow, Mhm. on utilise comme entrée ou bien comme sortie ce qu'on va appeler les tenseurs. Mhm. Ce qu'on va appeler les tenseurs que nous allons manipuler tout le temps. Mhm.
Maintenant, ici, pour pouvoir créer des tenseurs, pour pouvoir créer des tenseurs, on va utiliser TensorFlow, c'est d'où le nom de TensorFlow. D'où le nom de TensorFlow. Parce que des tenseurs représentent encore quoi? Des tenseurs représentent les objets mathématiques issus de l'algèbre multilinéaire qui Mhm, permettent de généraliser les scalaires et les vecteurs. mhm. C'est ce qu'on appelle les tenseurs. Donc, on utilise plus précisément ça pour en géométrie différentielle, quelque chose comme ça. Oui, oui, Donc, c'est ce qu'on appelle plus ces tenseurs. d'accord. Donc, tu comprends qu'il vient ici, là, les entrées, c'est bedroom et garage. Exactement, exactement. C'est ce qu'on met là-bas en tenseur. Mhm. Et la sortie ici, c'est alors le 9003, Le c'est prix. le prix, ok. Mhm. C'est le prix. Donc, on va parler de tenseur, on va utiliser beaucoup de formes mathématiques, des formes géométriques, des formes mathématiques pour pouvoir représenter les entrées. Mhm. On simule aussi, quoi. Oui, 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 oui. Donc, on Ok. voit ici, si on met houseinfo.shape, ça nous donne la dimension du tenseur. Donne un tenseur qui accroît, comme si c'est une forme géométrique qui accroît à côté. Quand il est trois côtés, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un repère IJK. Oui, oui, c'est comme si on représentait une forme géométrique, comme si c'était un triangle qu'on va Mhm. mettre en entrée. Chaque côté représente chaque élément. Donc, Bedroom, bathroom et une garage. caractéristique de truc, quoi. Donc, c'est le dataset, c'est ça? Exactement. Bedroom, bathroom et garage. Avec à la place de bedroom, on va peut-être remplacer par car, bathroom 2, garage 3. Et en fonction de ces éléments-là, on va essayer de prédire le prix de sortie. Ok. Par exemple, ici, comme vous l'avez vu ici, on Mhm. utilise NumPy pour pouvoir définir. Maintenant, comme on a un peu compris ce que signifient les tenseurs, on va utiliser TensorFlow pour définir les valeurs d'entrée en utilisant les tenseurs maintenant. Ok. J'ai une question. Oui, oui, Quand on met TF point constant, là, ça veut dire quoi? C'est parce que les valeurs à l'intérieur du data sont les constantes ou bien c'est comment? oui, oui, exactement. Ok. Donc, on voit que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire que prochainement, on n'aura plus besoin d'appeler Arela. On Oui, appelle on peut directement utiliser, on va utiliser les tenseurs puisque tenseur faut travailler avec les tenseurs. Ok, Maintenant, on peut quitter de R et au tenseur aussi. d'accord. Donc, ici, une parenthèse aussi, qu'on utilise constant. Constant là signifie que ce qu'on a mis à l'intérieur, là, on ne peut pas changer ça dans le futur. Maintenant, plus tard, on va voir si on veut Donc, c'est un changer peu, donc, c'est un peu comme le truc, c'est on appelle ça quoi? Hein? Les tuples. oui, comme un tuple. Oui. Mhm. Maintenant, si on veut changer ça, on va plutôt utiliser variable pour pouvoir sauvegarder les tenseurs. Donc, on va mettre TF point variable. Oui, oui. Ok. Donc, on peut exécuter et on peut voir. Donc, quand ça met tensor shape, ça ouvre les parenthèses et accroché, là, ça ne met rien à l'intérieur. Ça veut Oui, dire quoi?
Ça signifie quoi? C'est ce qu'on a essayé d'expliquer ici en bas. Mhm. C'est parce que c'est le type de données que nous passons à l'intérieur de notre modèle. Mhm. Donc, on doit toujours, le modèle doit toujours prendre comme entrée et retourner une sortie qui est un type de tenseur. Mhm. Et dans notre cas, parce que notre dataset qui a seulement deux petits nombres Oui. dans notre dataset, maintenant dans notre dataset, nous sommes en train de regarder quel est le type spécial de tenseur, plus spécialement le rang zéro de tenseur ou un scalaire. Par exemple, si on fait l'opération ici, si on fait l'opération ici, on voit bien que x0 nous donne moins 7 et x1 et y0 nous donne 3 qui sont les éléments de notre tenseur ici, moins 7 et moins 3. Et c'est Oui. normal. Maintenant, si on veut faire le shape, on se rend Oui. compte que non, si on veut calculer le shape, on se rend Mhm. compte que ça n'a pas une forme qu'on pourra dire que, OK, voilà une forme, ça va nous donner quelque chose de vide. Ok. Donc, par exemple, voici ce qu'on fait, par exemple, on a l'entrée et la sortie, les dimensions d'entrée et la sortie. Oui. Bedroom, bedroom, et on peut avoir garage, comme on avait tout à l'heure. Et Maintenant, donc, le toi, shape, c'est- le shape, c'est croix. C'est ça, Mhm. non? Et- Maintenant, comme c'est croix, voilà l'entrée qui est sous forme de vecteur. On met Mhm. ça sous forme de vecteur. Vous voyez la différence. Comme on a mis croix, car si bedroom c'est carré, on va mettre la dimension, que nombre de carrés, on va mettre croix 0 et carré, de telle sorte que la dimension va nous donner que c'est carré. Mhm. Maintenant, quand on va dire qu'il y a deux bedrooms, voilà comment on va représenter. Il y a deux Attends, garages, pourquoi voilà ça? comment on va représenter. Pardon? J'ai dit que pourquoi ça? Pourquoi on a besoin de faire un codage sur cette forme-là? C'est parce que comme on connaît les neurones qu'on va utiliser, le neurone va pouvoir comprendre l'entrée du neurone qu'on va connecter. Quand on va Oui. connecter, on va savoir que, OK, ici, le poids, ici, l'information, c'est 0, 0, 1. Quand ça va reconnaître 1, on va savoir directement que, OK, ça veut dire qu'on a 4. Donc, c'est comme Mhm. ça qu'on travaille avec les tenseurs pour pouvoir représenter le shape des tenseurs. Mhm. Maintenant, la sortie ici, on voit bien que la sortie, son shape, c'est 1. Donc, c'est l'image ici que vous devez essayer de garder en esprit. Maintenant, les étapes pour modéliser avec TensorFlow notre modèle. Première étape, c'est créer le modèle. Deuxième étape, compiler le modèle. Troisième étape, c'est entraîner le modèle, bien faire correspondre les variables X à Y. Maintenant, il faut faire très attention parce que si nous sommes en train d'utiliser la version TensorFlow 2.7, la fonction fit n'est plus. Il y a certains éléments de la fonction fit qui peuvent causer problème. Par exemple, si on utilise bat size, on a remplacé bat size, virgule, on ne mettait rien. Maintenant, on met bat size, virgule, on met 1. Donc, on doit pouvoir spécifier. Or, dans d'autres modèles, c'est vrai que si vous copiez peut-être les codes en ligne, vous pouvez exécuter, ça va vous générer des erreurs, vous ne comprenez pas pourquoi, parce que TensorFlow se met à jour constamment. Par exemple, la version ici, c'est 2.12. Ta version, c'est 2.16. Mhm. Donc, on peut exécuter, il peut avoir des problèmes, des erreurs chez toi. Maintenant, on va Mhm. seulement regarder comment est-ce que la version dans 2.12, on a changé la façon d'appeler cette fonction et on a changé peut-être dans 2.16 pour pouvoir optimiser l'algorithme. Donc, on va voir ça s'il y a des problèmes de version ainsi. Donc, ici, par exemple, on va créer un TensorFlow.random set seed. Ici, on va créer les éléments de façon aléatoire.
On va créer notre modèle en utilisant l'API Sequential. Donc, notre modèle, c'est quoi? TensorFlow.sequential. On prend TensorFlow.layer.dense. On compile notre modèle en utilisant la fonction PERT. On a vu les fonctions PERT, le mean, average, error. L'optimiseur qu'on utilise, c'est le euh, stochastic gradient descent. La métrique, c'est le mean absolute error. Et on peut changer tous les éléments comme on souhaite, on peut les changer. C'est juste un exemple. Maintenant, voilà ça qu'on y entraîne. On a mis le nombre de pots, c'était 5. Il a mis 5. Plus l'entraînement, la perte ici et la variable qu'on cherche à optimiser. Voici la variable qu'on cherche à optimiser. C'est bon? Hmm. Oui. Pour savoir, Tu dis que la valeur qu'on cherche. euh, Ok, ok. Vas-y. j'aimerais savoir, après avoir utilisé ça, après avoir obtenu le résultat, comment peut-on savoir que le résultat qu'on a obtenu est bon? Très bonne question. On va voir ça à la suite comme on va définir les métriques d'évaluation pour voir si le résultat est bon ou bien si le résultat est mauvais. Et tout dépendra D'accord. maintenant des applications qu'on utilise. D'accord. Aurel, Oui, oui, je vois métrique means absolute error. Je vois fonction perte means absolute error. oui. Oui. La métrique et la fonction perte là, ici, c'est la même chose. Le métrique ici, c'est le métrique que nous utilisons pour évaluer notre algorithme. Hmm. Maintenant, la fonction PET, à chaque fois, c'est quoi? C'est quelle est la fonction qu'on va chercher à minimiser? Hmm. Si je mets peut-être, je ne sais pas, root mean square error, je vérifie si ça va donner. Non, c'est pas comme ça qu'on appelle root mean square error ici. On doit appeler ça comment? Ce n'est pas toujours comme ça. Je vais essayer quelque chose. Ouais, moi, j'ai pas vu la fonction relue ici et autres. Ouais. Oui, oui, il n'y a pas de fonction, c'est juste, on est en train de compiler. On a juste défini une seule couche. Ah, ok. On a juste défini une seule couche, la couche de sortie dense. On n'a pas défini d'autres couches, tout, rien, rien. On a défini une seule couche. Une minute. Ok, c'est bon, j'ai tout au monde. Oui. Donc, on a juste entraîné un petit modèle qui va faire correspondre X et Y. Donc, si on vérifie quelle est la valeur de X et Y, voilà ça. Si on affiche X et Y, c'est le type tensor, voilà les variables que nous avions depuis ici au début, quand on a défini ici, nos variables X et Y.
Maintenant, comme on a défini une fonction, on a créé notre fonction. Maintenant, au début, si vous vous rappelez ici, où est ça? Où est ça? Si vous vous rappelez ici, très bien ici, qu'on a dit si x égale à 17, quelle est la valeur de y? Si x égale à moins 10, quelle est la valeur de y? Donc, avec le Big Mum, on va utiliser pour pouvoir mesurer. Si on peut trouver quelle est la valeur, puisque c'est une droite, on a y égale à ax plus b. Nous sommes Très d'accord. bien. Si on trouve a et b, on a notre équation. Pour chaque Mhm. x, on a la valeur de y. Nous Mhm. sommes d'accord, non? Ok. Maintenant, Oui. ici, oui. Maintenant, ici, on a entraîné un modèle qui permet de faire ça. Un très simple modèle. Comme on a déjà entraîné le modèle, on va prédire. On met X en entrée, on voit quelle est la valeur de Y qui est la sortie. Maintenant, est-ce que ça va donner la bonne valeur? Ici, à la sortie, on a moins 18,41. On utilise juste notre. On peut faire ça en utilisant un bic et un stylo. On voit combien ça devait normalement nous donner. Comme ça nous donne quelque chose qui est. Si ça nous donne quelque chose qui est créé de doyen, ça veut dire que le modèle, ce n'est pas bon. Et pourquoi mon petit a donné l'erreur? Ah bon? Hein? Tu veux partager l'écran pour qu'il y aura d'erreur. Eh oui. Vas-y. Apparemment, on ne peut pas partager, bah ouais. Ah, oh, désolé, désolé. C'est bon maintenant. Ok. Tu vois? Oui, descends un peu, je veux vérifier, je veux voir l'erreur que ça a mis. Raxon, même chez toi, il y a erreur. C'est maintenant que je commence. Ok. Attends, il faut regarder la version, voir. Ah, je viens Copie de un peu copier. copie le code de l'erreur, tu envoies sur le chat, tu vois. Ah. D'accord. Attends, je compile un peu, ouais. Ok. Ah ouais. Ok.
Une petite question. Oui, Allô? oui, on t'écoute. Euh, je viens d'ouvrir Notebook et j'essaie d'installer. Bon, il est parti. Euh, Prof, monte un peu voir. Voilà, définis un peu. Ici, Tu as vu, on a défini les entrées d'avant. ici, En haut, on a défini X. ici, j'arrive. En haut encore, on a défini les variables d'entrée de X. Hmm. Oui, oui, copie un peu ça. Copie toute la série ici, hein. Non, non, juste là, comment on a défini X. Oui, Hmm. oui, super. Il faut aller en bas. Tu colles, on veut président. Oui, Ici. il faut créer un CD en haut, juste en haut. OK, tu colles. Tu mets peut-être X1. Oui, supprime tout ce qui est à l'intérieur, tu mets 17.0. OK, tu remplaces. Dans prédicant, tu remplaces 17.0 par X1. OK. Non, même les crochets. OK. Pardon. OK, c'est bon. Ça donne à moins 11. Hmm. Oh, c'est ce que disaient les versions. Hmm. Oui, Rassoumbe, tu disais. Je dis c'est maintenant que je viens de démarrer. J'essaie d'installer le module TensorFlow en écrivant pip Et install tu as TensorFlow. exécuté la première ligne là, ça n'a pas marché. Oui, j'ai exécuté. La dernière fois, je pensais que j'ai installé, mais quand j'ai exécuté, ça a sorti erreur et puis il va falloir que j'installe à zéro. Oui. En installant, j'ai écrit pip install TensorFlow et puis ça a commencé à compiler et puis vers la fin, ça sort erreur. L'erreur, comme il mentionne, on me dit ici, un instant, on me dit no module n'a mis TensorFlow. Donc, c'est comme si le module là n'est pas installé, si je comprends bien. Ça veut dire, tu vois, c'est dans PIP, là, c'est l'erreur de PIP install des TensorFlow. Exactement. Au début, ça a commencé à télécharger. Au début, ça a commencé vers la fin. Est-ce qu'il peut partager son écran? Oui, tu partages un peu ton écran, je vois. D'accord. J'arrête mon partage. Partager Oui. On arrête au partage là, où là? OK. On attend, hein. C'est toi qu'on attend. Ouais, c'est maintenant que je commence à charger Zoom sur machine parce que j'utilisais le téléphone et puis l'autre, je travaille sur le notebook seulement avec le PC. OK. Allez, tu peux partager ton écran au Vous, moins. vous, vous, vous pouvez en attendant continuer avec le cours le temps que je démarre. Quand j'arrive, je le ferai pas. OK, OK, Faut super. bien en temps alors. OK.
Ok, on va continuer. Comme c'est bon jusqu'ici. Maintenant, si ça ne donne pas bien, par exemple, ça devait être égal à quelque chose comme 27. Pourquoi 27? Parce que si on regarde le coefficient d'évolution, ça devait tendre, être proche. Hmm. Je peux déjà partager. Ok, vas-y. C'est bon? Oui, c'est bon, on voit ton écran. Ok, monte dans Pip Install. C'est un problème de connexion que tu as. Relance encore. C'est bon? Oui, exécute encore pip install TensorFlow. C'est un problème de connexion que tu dois avoir. Ta connexion doit être un peu lente pour Ah, installer. c'est la connexion qui est faible, non? Oui, D'accord, là, je vais refaire ça après quand la bande sera un peu améliorée ou bien je vais chercher Wi-Fi là pour faire. Parce que je fais partage de connexion de mon oui. téléphone. Ok, je comprends mieux. Ok, ça marche. Oui, on peut continuer alors. D'accord, tu J'arrête de parles. partager. Oui, Hmm, super. c'est bon? C'est bon. Donc, quand je disais, on pouvait déterminer notre coefficient A et notre coefficient B, et là, on devait voir exactement quelle est la valeur de Y que nous devrions attendre en sortie. Ici, ça nous donne -18. On nous dit qu'on devait avoir quelque chose qui est proche de 27. Et pourquoi moi j'ai moins 11 même? Aucune idée. C'est ta Hmm. version peut-être. Donc c'est vrai que le résultat dépend des versions de TensorFlow. Non, non, de comment ça a entraîné. Regarde tes paramètres d'entraînement, c'est différent de mes paramètres En tout ici. cas, c'est 19, 19, 19. Je vais un peu voir ma part. C'est différent. Oui, ma part, c'est 17, 17, 17, 16, 17. Voilà, voilà. C'est là qu'on dit qu'il faut entraîner sur plusieurs époques pour que ça puisse être stable. Mais on a entraîné ensemble sur 5 époques, hein? Oui, oui, il dit si on veut que ça donne la même chose, on doit augmenter le nombre d'époques, entraîner peut-être sur 5 époques pour que ça puisse Ok, être stable d'une machine à une autre machine. ok. Donc moi, toi, tu es plus proche du bon résultat. Oui, Ok. maintenant on dit, voici une question qu'on pose. Qu'est-ce que Keras? Parce que si vous travaillez avec TensorFlow, mais à chaque temps on écrit le code Keras, on écrit le code de Keras qui vient après TensorFlow. Par exemple, on peut souvent écrire tf.keras.layerDense. Mhm. Regardez un peu ici. On écrit ça, non? Oui. OK. Maintenant, avant la version 2.0, Keras c'était une API qui était utilisée, qui avait la possibilité de construire des modèles de deep learning assez facilement. Maintenant, depuis la version 2.2 et évoluée, c'est une fonctionnalité qui a été intégrée à l'intérieur des bibliothèques TensorFlow. Parce qu'avant, Keras, c'était différent de TensorFlow. Ok. Maintenant, les deux ont fusionné, on peut dire ainsi, et on les utilise ensemble. Oui. Maintenant, on a vu ensemble que notre modèle c'est pas un bon modèle parce que voici ce qu'on a fait. On a juste défini l'entrée, on a notre sortie. Mhm. Maintenant, regardons. Pour créer les modèles, on compile les modèles, on fait correspondre les modèles. Un petit modèle,
On a des petits modèles, on peut avoir un grand modèle. Mhm. Comment on peut améliorer notre modèle? Les différentes méthodes qu'on utilise pour améliorer notre modèle, c'est on ajoute plus de couches, on augmente le nombre de couches cachées, on change les fonctions d'activation, on change la méthode d'optimisation, on peut changer le taux d'apprentissage et on peut faire entraînement sur plusieurs données et on peut augmenter le nombre d'époques pour que l'entraînement puisse être plus important. Mhm. Donc, on va essayer un peu ici de faire quelque chose. Ce qu'on va faire, on va augmenter le nombre d'époques. Simplement, on utilise le même code, on augmente le nombre d'époques. Et on va voir ce que ça va nous donner. Nous sommes d'accord? Ok. Ici, on a mis 100. Allons-y ensemble. Maintenant, on définit encore notre x et y qu'on avait. Et fait prédict. Ça me donne 29. On a été 27 normalement, hein. Oui, c'était proche de 27. Mhm. Donc, toi, tu as traversé même. Euh, Moi, je suis encore en train de définir le truc. Moi, ça donne 30. wow. Mhm. Tu as plus traversé que moi. Mhm. Donc, ça veut dire qu'on Merci. pourrait tracer un cours où on fait varier le nombre d'époques. Et on récupère La courbe d'entraînement, non. oui, La oui, courbe, oui, oui, on peut faire ça, oui. Maintenant, c'est mieux par rapport à ce qu'on avait, oui, c'est mieux. mais on peut encore faire mieux. C'est-à-dire, on réduit le nombre d'époques. Pas réduire le nombre de pots, on peut augmenter une couche cachée, on peut encore faire mieux. Ah, ok. On change même la fonction. La fonction d'activation, on change beaucoup de choses. Mhm. Maintenant, on va aller dans comment évaluer un modèle. Pour évaluer un modèle, on peut visualiser. Comme tu disais tout à l'heure, on peut utiliser la visualisation pour évaluer un modèle. Maintenant, ici, on va définir un jeu de données plus important. Nous sommes d'accord? Ok. Le jeu de données, voilà notre jeu de données. Et on va définir notre Y, qui est aussi une sortie plus importante. Et voilà notre Y, il n'est pas de X. Voilà notre X, voilà notre Y. Donc, on a maintenant, on a 100 éléments, non pas 100 éléments. Notre élément varie entre moins 100 et 100 Mhm. avec un pas de quart. Ça veut dire qu'on a 50 éléments. Mhm. C'est ça. Donc, si on fait X plus Y, voilà ce que ça nous donne. Nous sommes d'accord? Ok. Donc, Y égale encore X plus 100. 10 plus 10. X plus 10, autant pour moi. On va diviser nos données en données d'entraînement, données de validation et données de test. Données d'entraînement sont les données qu'on va utiliser qui correspondent à un pourcentage de 70-80% Mhm. pour pouvoir entraîner notre modèle. Données de validation, c'est les données qu'on utilise pour pouvoir faire le fine-tune, pour pouvoir déterminer les meilleurs paramètres pour notre modèle. Et les données de test, on va utiliser pour évaluer nos données et voir si nos données sont capables de généraliser sur les données qu'on a pu utiliser pour l'entraînement. Mhm. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On vérifie la longueur de notre jeu de données qui était 50, comme je disais. On Oui. va diviser notre jeu de données. On va prendre les 40 premiers éléments. Pour l'entraînement, c'est qui correspond à 80%. Exactement. Et on prend le reste pour
les tests. Yes. Donc, on n'a pas pris la validation. Maintenant, on va tracer la courbe de scatter plot pour voir comment X évolue avec Y. Donc, voici nos données de tests d'entraînement qui sont en bleu et les données de tests qui sont en vert. Mhm. C'est bon chez tout le monde. Et c'est bon. Maintenant, on va définir encore notre modèle d'entraînement. Comme tout à l'heure, on n'a rien changé. Donc, c'est le même modèle. Maintenant, on a compilé le modèle. Maintenant, on a la possibilité de pouvoir faire le modèle point summary pour voir toutes les couches et les éléments qui se trouvent dans notre modèle. Donc, il y a un problème de version aussi. Attends, tu as la visualisation. Summary. Modèle summary. C'est bon? Chez moi, c'est bon. Le modèle point summary, ça Oui, ça va? donne dance tree. Yes. Très Et bien. underscore tree. On parlait dance. Oui, pour moi, c'est Ça juste un par problème 0. de... Traîner par 0. Très bien. Attends, il y a arrête chez moi, tu partages. Vas-y, partage un peu. C'est arrivé? De partage, pas encore. Pourquoi ça démarche? Là, ça. Ok, ok, c'est ça, super. Donc, voilà ce qu'on utilisait. Dance. C'est là qu'en haut, là, le nombre de paramètres d'entraînement, il n'y a pas de paramètres d'entraînement. On n'entraîne rien, il n'y a pas de poids, il n'y a rien qu'on utilise comme paramètre Ici, hein? d'entraînement. On a juste mis une couche dense. Une couche dense, c'est une Ok. couche qui va juste faire la combinaison de toutes les entrées et nous donner la sortie. Ok. Donc, si je comprends ici, ça, c'est ça, c'est un perceptron ici, quoi. Oui, exactement. Quand vous voyez ici le nombre de paramètres, ça nous donne 0. Quand on va utiliser, on va voir le nombre de paramètres d'entraînement que notre système va utiliser. C'est là qu'on met Cranable Parameters et Non Cranable Parameters. Ça va nous afficher des variables après quand on va modifier l'architecture. Hmm. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, on continue. Il faut descendre un peu. Maintenant, on nous dit ici que la cellule au-dessus, il peut avoir une erreur. Comme chez moi, il y a eu une erreur Hmm. d'entraînement ou bien pour construire le modèle. Hmm. Maintenant, il peut aussi ne pas avoir d'erreur en fonction des différentes versions. Chez moi, il y a l'erreur parce qu'on n'a pas mis de input shape. Donc, Hmm. dans la version que j'utilise, on doit définir le input shape dans l'ancienne version, la version 2.12. Mais dans la version 2.16, on n'a pas besoin. Donc, Hmm. comme on dit souvent, qui peut le plus peut le moins. Donc, si tu exécutes ici, ça va toujours donner. Ok. Maintenant, tu vois, ça donne avec un warning.
Oui, Et regarde bien le warning, que lorsqu'on utilise le modèle séquentiel, prefer using an input shape object as the first layer in the model instead. Et c'est un warning qui nous dit, dans dans la nouvelle version, on n'a pas besoin de vraiment d'utiliser cela. c'est ça, oui. Donc, si Ok. tu exécutes, on va voir si ça va marcher. Voilà. Maintenant, ça nous donne ici maintenant nombre de paramètres d'entraînement 2, paramètres 2 et autre chose. Il a pris les Ici, paramètres là. comme on a défini ici, Oh, modèle séquentiel, car ici, comme on a défini, on a imposé et défini un input shape. Ça veut dire qu'en entrée maintenant, comme on a un input shape, ça nous donne ici l'entrée, ah, c'est quoi? une shape qu'on a mis à 1 là. Oui, Ah, il n'y avait pas ça ici. Ok. il n'y avait pas ça là-bas, oui. Ok. Maintenant, Mhm. ici, si je descends un peu, input shape, voilà ça, c'est un. La sortie, c'est un seul puisqu'on a Y comme sortie. Mhm. Param nous donne 2. Paramètres d'entraînement, 2, Oui. non-entraînement. Donc, ici, on nous dit total param, c'est le nombre total de paramètres qui se trouvent dans notre modèle. Mhm. Il y a deux paramètres, il y a A et B. Oui. Trainable parameters, les paramètres que notre modèle doit mettre à jour. Oui. C'est tout Dans le deux. modèle linéaire, c'est A et B qu'on cherche à mettre à jour. Oui. OK, on va continuer. Maintenant, on fait maintenant l'entraînement. Mhm. Puissant époque. Oui. Maintenant, on a mis ici exercice. Après, vous allez essayer de voir si on met dance 2, dance 3, qu'est-ce qui va changer, ainsi de suite, ainsi de suite. À quel niveau comme ça? En haut, c'est juste ici. On a mis exercice. D'essayer de jouer Ah, avec ok, les ok, je vois. variables, les couches Ok. cachées, dance 2, Ok. dance 3. Donc, après, vous pouvez faire Mhm. ça après. Donc, on voit que lorsqu'on met l'entraînement, quand on fait le modèle point fit, le nombre d'entraînements, puisqu'on a d'abord compilé, on n'a pas fait fit. Quand on fait fit, maintenant, on prend en compte les paramètres du modèle d'optimiseur, c'est-à-dire la descente du gradient. Les paramètres Mhm. de la descente du gradient entrent aussi en jeu, puisqu'il y a quoi? Il y a alpha, le taux qui met à jour les différents poids. Nous sommes d'accord, non? Il y a alpha, qui est comme Oui. paramètre aussi. Les paramètres d'optimiseur, on met paramètres d'optimiseur comme des paramètres total parameters aussi. Mhm. Donc, il y a d'autres paramètres qui peuvent entrer en jeu. Et après, Ok. on peut représenter. C'est ça ici, hein? Mhm. Si celui-ci nous donne quelle information? Non, c'est juste pour représenter le nombre de couches d'entrée Ok. et de sortie. On a une variable en entrée, une variable en sortie. Est-ce que ceci veut dire que le neurone d'entrée est en même temps le neurone de sortie? Non, non, non. On a une variable en entrée, on a une variable en sortie. Parce qu'on n'a pas une couche, on n'a pas une couche cachée, non? Oui, si c'était régression multilinéaire, on devait avoir plusieurs variables en entrée, plusieurs variables en sortie. Hmm. Ah, ok, 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 je vois. Ça, c'est variable. Ça, c'est Y et X. C'est ça, Oui, non? input et output, oui. Mhm. Je vois. Maintenant, on peut essayer de visualiser les prédictions. Mhm. Maintenant, on va essayer de prédire. On va voir la variable prédite, Y prête. Ça. Oui, comme on avait divisé nos rejet de données en deux. Mhm. Maintenant, on va tracer maintenant et voir les erreurs de prédiction. Mhm, Super. voilà ça. On voit les variables prédites à côté en rouge. Voilà la variable réelle en vert. Mhm.
Maintenant, on va évaluer les paramètres d'évaluation, comme Rassoumbe pose la question. Ici, on peut Mhm. définir le mean square error, le mean absolute error. Donc, on va évaluer ici. On évalue entre X test et Y test. On va évaluer ce qu'on a trouvé. Maintenant, on va calculer le mean absolute error avec la métrique mean absolute error de TensorFlow. Si je maintiens une erreur. Ça donne une erreur parce qu'on dit, dans ta version, le mean absolute error n'existe pas. Donc, Mhm. n'écris pas ça ainsi dans ta version. Ça fait un bon exercice. Donc, tu vas trouver comment on écrit le mean absolute error dans ta version. Ok. Donc, pour faire ça, c'est facile, hein. Il Ah, faut, je copie ça et pas dans le truc, hein. pardon, Je fais comment? Je il faut copie un et pas peu, dans Google. oui, tu vas essayer, tu peux mettre, tu passes seulement sur le site, tu tapes TensorFlow, tu ouvres le site de TensorFlow, tu vas voir comme ta version est mise à jour, comment appeler le min absolu. C'est ce que j'ai fait Ok. tout à l'heure pour voir l'erreur précédente. Ok. Donc, tensorflow.org. Oui, oui. Ok, min absolute error, version 2.16. Apparemment, voici comment on appelle ça. Chez toi, c'est TF.IAV1. Allô? Oui, deux. Veux-tu que? Essaye un peu ça, ce que j'ai envoyé de chat. Oh, j'aime un peu qu'un autre. Pardon? On Ah, peut tu as avoir. vu l'autre. Ok, essaye un peu ce que tu as vu. Ne supprime pas, commente la ligne simplement. Ok. C'est pas, tu commentes, tu copies, tu colles. Mhm. Et Voilà, ça veut dire que tu as un problème d'argument. Est-ce que on appelle avec des arguments comme ça? un peu. Et si j'enlève les arguments, alors il va savoir que. Il va savoir donc qu'il calcule le min absolu de quoi? Non, non, la façon dont on appelle les arguments ici peuvent être différents dans ta fonction. Bon, tu as mis Y tout dans Y test, hein? Oui, Ouais. oui, oui. Attends, tu vas appeler ça comment? Il faut bien regarder, hein. Oui, oui.
Est-ce que ça donne Aurel? Ça donne... Bon, je vais mettre ceci, hein. Ok. On avait appelé une paille en haut. Pourquoi, Mhm. pourquoi l'os pour NumPy? C'est ce que je vois ici, là. Ok. Vas-y, un peu, essaye. Voilà, parce que l'os, c'est un objet. On peut pas mettre NumPy après. Il faut supprimer .np là. Mais seulement prendre l'os. Ok. Donc voilà la valeur maintenant. Si tu veux juste récupérer 14,016 là, il faut voir C'est ça comment justement que je récupérer voulais faire. cela. Pardon? C'est ça justement que je voulais faire, quoi. Récupérer juste ça. Parce que déjà, Ok. depuis ça, il y avait ça. Donc, quand il appuie seulement l'os comme ça montre ça ici de mettre dans NumPy. Mhm. C'est pour ça que je voulais appeler NumPy, non? Non, 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 non. Écris simplement l'os pour ne pas y voir. Simplement comme ça. Oui. Je mets les parenthèses. Non, essaye d'abord sans parenthèse. Mais mets les parenthèses, voir. Je pense que ça va. Voilà. Oui, oui, oui. Ok. C'est bien. Maintenant, on va vérifier. Equal test. Equal predict. On voit que, OK, c'est Donc, juste la dimension qui change. Check. On check maintenant les shapes des deux. L'autre c'est 10, l'autre c'est 10,1. Il faut redimensionner l'autre en utilisant Squeezie. plaisir. Plaisir. Voilà ça là-bas en bas. Mhm. Et si on fait recherche, ça ne prend pas. Oui, mon Richard va prendre. Richard va prendre. C'est que Squeezie, c'est plus facile. Précis, hein. Hmm. Attends, qu'est-ce qui a été? Y prédit qu'il y aurait 10 ans, hein. Donc, ça devient 10 quand on square ça. OK. Les deux maintenant sont sur une même dimension. On arrive à avoir le décalage. Et maintenant, OK. Maintenant, on va encore à calculer. Maintenant, pour calculer, il faut encore faire la même chose, ça va. 14,016. La même chose que l'autre fois, par contre.
La même chose. Ok. Même celui-ci doit donner la même chose, non? Donc ça, c'est mean square error. Ça ne doit pas donner la même chose. C'est pas même absolu, ok. L'autre ici, c'était tout au même absolu, hein? Oui, Ah, ok, ok. Donc maintenant, on doit aussi voir comment on définit au mean square dans TensorFlow. oui, oui. Mais ça, c'est comme tu as défini là. Tu vas sûrement mettre mean square error. Oh, de la même manière. Oui, oui. 197. Mhm. Ici, donc 14,016. C'est une autre fonction qu'on peut utiliser pour définir le mean absolute error. C'est la moyenne absolue. Ok. Maintenant, on définit là-bas, on donne un exemple. Comment tu peux faire pour pouvoir améliorer tes données? On a défini trois modèles. Modèle un, modèle 2, modèle 3. Est-ce qu'on améliore sur les données? Pour améliorer l'erreur, donc pour diminuer l'erreur de prédiction. Hmm. Maintenant, pour définir, on va ajouter on va ajouter plus de couches dans notre architecture deep learning. Donc, ce qu'on a fait d'abord, c'est modèle un, c'est la même chose que d'autres, mais on entraîne sur 100 époques. Modèle Oui. 2, on fait sur deux, on met deux couches, on entraîne sur 100. Modèle 3, on met deux couches, on entraîne sur 500 pour voir s'il peut y avoir une différence. Hmm. Et après, on évalue quel est le meilleur modèle, quelle est la meilleure architecture en fait. Sur une couche, ça veut dire quoi? Une couche d'entrée? La couche, oui, oui, pas la couche d'entrée. Après l'entrée, il y a une couche. Donc, lorsqu'on a les données là, les données ne représentent pas une couche, c'est ce qui, pas, où les données pas se connectées là, sur les réseaux, là, ce qu'on appelle la couche. C'est-à-dire que le premier alors, c'est au perceptron. Oui, Pour le deuxième, maintenant, il y a deux couches, c'est ça? oui, exactement. Ok. Et le troisième aussi, il y a deux couches encore. Oui, Ok. c'est OK. Allons? Je suis en train de compiler. OK. C'est ça qui est compilé comme ça. Comme ça, c'est pour une couche. Voilà, c'est comme s'il y a un petit rapprochement, je sais pas. Oui, parce qu'on a fait sur 100 époques maintenant. Il y a un Ok, petit rapprochement. ok. Allez voir. Maintenant, vas-y. Ça, c'est pour mesurer. Je vois vraiment que tout a joué un grand rôle des époques là. Tu vois, on a le mean square error, le mean absolute error. Mhm. 9 c'était 14 non? 9 c'était 14 et Oui, 179. ça a Ça a diminué. diminué. Maintenant, on ajoute une autre couche. Regarde comment on ajoute une autre couche. On a mis terrasse On met et dance à deux fois. On met exactement. dance qu'il y a dance one. Très Tel que bien. dance one encore.
Très Ça bien. fait une couche. Hein? Oui, oui, très bien. Et on complète. Maintenant, ici, là, comment on fait pour savoir le nombre de couches, le nombre de neurones dans une couche? Le nombre de neurones Mhm. dans une couche. Oui. Lorsqu'on met ici, tu peux voir le nombre de paramètres d'entraînement. Ça va te guider au nombre de neurones dans une couche. Mhm, ok. Ok. Et j'essaie de s'éloigner jusqu'à. Mhm. Ça veut dire qu'on en face un overfitting. Ce n'est pas parce qu'on a plus de couches qu'on va avoir un bon résultat. Plus de couches, ça peut ajouter la complexité dans notre modèle plutôt. Mhm. Ici, deux couches, mais on a augmenté quelque chose, on a augmenté le nombre On d'époques. a juste augmenté le nombre d'époques à 500. Mhm. Essayer de rapprocher, se rapprocher. Hein. Oui. Maintenant, on Et c'est compare les résultats. clair que ce premier là qui est tout bon. Très bien. Mhm. Donc, ici, on compare les modèles. Oui, On fait un tableau. exactement. Et à partir de ça, on peut voir quel est le meilleur modèle. Mhm. On voit bien que c'est le modèle 1 qui est le meilleur modèle. Maintenant, quand tu auras plus d'habitude, on peut voir comment utiliser un TensorBoard. Descends un peu voir. Oui, un TensorBoard, voilà ça. Un TensorBoard qui va te permettre, qui est une librairie qui te permet de craquer les différentes expériences. Ou Mhm. lorsque tu as le meilleur modèle, tu peux voir maintenant comment sauvegarder le meilleur modèle. Voilà la méthode pour sauvegarder, on utilise Safe. Tu sauvegardes ton modèle. Hein. Oui, tu peux sauvegarder ton modèle et après recharges le modèle, tu utilises. Donc, tu peux essayer d'exécuter pour voir comment sauvegarder. Mhm. Ouais, il y a l'erreur, c'est normal. C'est normal. Hein. On dit please add either a Keras extension. C'est normal parce que c'est problème de version. Mhm, ok. Il y a trop de problèmes de version dans TensorFlow. Je comprends donc pourquoi les gens préfèrent aller utiliser, comme je ne sais pas utiliser Google Collapse. Non, 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 Google Colab utilise TensorFlow. Sinon, TensorFlow, c'est une librairie de deep learning. Ça veut dire, lui va s'adapter, non? Google Collapse. Il ne va pas s'adapter. Est-ce qu'il va présenter les erreurs? Lui va présenter les erreurs toujours. Ok. Dans Google Colab, c'est toi qui installes tes librairies, hein. Mhm. Et que lui prenait dans la librairie en ligne. Non, non, tu installes toujours. Ici, ça va faire quoi? Comme ceci s'est passé là. Non, il nous dit qu'il ne trouve pas la Lui ne direction. trouve pas parce que tu n'as pas sauvegardé. Ok. Donc, il faut juste trouver le code pour sauvegarder. Après, tu peux sauvegarder, tu peux importer ton modèle, tu peux déployer ton modèle pour que on puisse l'utiliser pour des prédictions futures. Tel qu'on Bon, met l'entrée bon, si je sélective. comprends bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi?
Si j'ai réussi à faire ceci, là, ça va partir dans la librairie de TensorFlow. Donc, quand tu sauvegardes, ça part dans ton dossier du projet que tu es en train de travailler. Ah. Maintenant, Et tu peux quel importer. sera donc l'intérêt de ça? On sauvegarde le modèle. Lorsque tu entraînes le modèle c'est un bon modèle, tu sauvegardes maintenant pour pouvoir utiliser plus tard pour faire des prédictions. Si tu crées une plateforme qui te permet de générer les sorties de Y en fonction de X, Ah. un utilisateur met Là, X tu auras pu à chaque fois venir me simuler tout ou bien c'est comment? exactement. L'utilisateur n'est pas un codeur comme toi. Donc, après, tu vas créer une interface qui va Oui. permettre à l'utilisateur, s'il veut le prix d'une maison, il vient, il tape le nombre de chambres, le nombre de pièces, Ah, ok. et génère le prix. Ok. Parce qu'il y a le modèle. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est ça, ça crée une plateforme, quoi. Ça crée le modèle et non la plateforme. Ça crée le modèle et ça sauvegarde le modèle. Maintenant, c'est toi de créer la plateforme pour importer le modèle, mettre derrière les calculs qu'on va faire. Ok. Mais comment lui peut créer un modèle que moi j'ai déjà créé? Donc, tu n'as pas encore créé un modèle, ça sauvegarde le modèle. Tu as déjà créé le Ok. modèle, maintenant tu veux sauvegarder le modèle et utiliser le modèle plus tard. Ok. Bon, on peut continuer. Je peux essayer de chercher l'erreur. D'accord, d'accord, c'est presque fini. Il faut juste charger le modèle et en bas, il y a des exercices d'application qu'il faut faire. Hmm. Ah, donc si j'ai réussi à débloquer ceci là, la suite, là, je vais charger le modèle. Oui, tu charges le modèle, voici ça qu'on demande, tu charges le modèle et tu comprends. Mais quand je vais charger le modèle, est-ce qu'il va pas me demander de créer un dossier dans lequel je dois charger ça? Non, voici un nom du modèle donc, qui finit par H5, comme c'est dans le même dossier que ton Oui. fichier Jupyter là. Ah, ok, ok. Ça va être gardé là-bas. Ouais. Mais dans la dernière cellule-ci là, donc c'est pour faire quoi? Non, c'est pour comparer avec les versions que ça t'a retourné. Donc, tu peux charger plusieurs versions, tu peux sauvegarder plusieurs versions. Hmm. Ok. Maintenant, on peut travailler sur un dataset qui est plus large Hmm. et c'est ça l'exercice. Bon, maintenant, ici, là, je vois que on met ça dans Coca, on importe ça dans Coca Collabs ou bien c'est quoi? Donc, ici, c'est quoi? On dit on peut télécharger le modèle dans Google Colab à partir de Google Colab ou bien n'importe quel fichier. Donc, si tu, par exemple, tu peux obtenir ton modèle et travailler sur ta machine ou bien sur une machine en ligne. Ok. Par exemple, si tu travaillais sur Google Colab pour pouvoir télécharger ton modèle que tu as mis sur Google Colab, comment tu devais t'y prendre Oui. et mettre sur ta machine en ligne? Et mettre Hmm. sur ta machine actuellement et non sauvegarder le modèle en ligne. C'est la commande que tu fais pour pouvoir télécharger le modèle, ça va télécharger et sauvegarder sur ton disque dur. Ah, ça ici, j'étais en tête avec sur Coca Collabs. Ok. Exactement. Je vois. Je vois maintenant. Maintenant, ça, c'est l'exercice, hein. Oui. Après, c'est en bas d'avoir l'exercice. Bon, la suite, là, c'est quoi? C'est pas, je vois qu'il y a encore les codes. La suite ici, c'est pour pouvoir précréter les données. Par exemple, on nous dit ici, comment travailler avec un jeu de données plus large, qui est Hmm. le jeu de données d'assurance. Donc, c'est la même chose, on travaille avec un jeu de données plus large. Ok, voilà le jeu de données qui est plus large. Très bien, super. On divise en variables d'entraînement et variables de Oui. test.
Ça, c'est évaluation, hein. Oui, on voit comment l'erreur est creux, on voit l'erreur. Maintenant, quand tu fais le dance, à Oui. l'intérieur, tu mets, il faut monter un peu. Quand tu fais le dance, à l'intérieur, tu mets 100. Ça veut dire que tu as 100 neurones que tu vas mettre, que tu as mis. 100 Ah, dans la unités. couche, là. Oui, OK. 10 unités de ronde. Un, c'est pour la couche de sortie, puisqu'on a une seule sortie. Oui. OK. Je Oui, vois. tu peux descendre. Maintenant, ici, on trace la courbe d'entraînement. On voit que la perte est importante, puisque la perte doit tendre vers zéro. Oui. Loss is Ça va free. changer le nombre d'époques ou bien c'est comment? Oui, on a augmenté le nombre d'époques. Mhm. Donc, c'est à 100 maintenant. Cette évaluation, c'est trop grand, hein. Exactement. 3600. Ça, c'est un autre truc. Pour pré-processer les data. Maintenant, on veut précréter la donnée maintenant avant de Avant de pouvoir faire le même travailler. travail. OK. Parce que après, on n'a pas précrété la donnée. Or, quand on ne Effectivement. précrète pas la donnée, une variable influence plus d'autres variables. Effectivement. OK. OK. Maintenant, vous avez l'exercice, vous voyez comment on peut construire un modèle de deep learning en TensorFlow, comment vous pouvez modifier s'il y a l'erreur, c'est l'erreur de version, probablement il faut dire le code de l'erreur. Vous partez sur le net, vous voyez comment on appelle telle version dans la nouvelle version TensorFlow. Comment définir la couche d'entrée, la couche de sortie, comment on peut voir le nombre de paramètres d'entraînement et les paramètres non entraînables dans notre réseau d'architecture. Euh, Deep Learning. Donc, il y a tous ces éléments-là que si demain on veut utiliser, créer quelque chose, ça ne doit plus vous prendre comment on travaille avec TensorFlow. Et ça, Mhm. c'était l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, si vous avez le temps la journée, vous pouvez terminer et faire cet exercice. Ça va vous permettre de mieux C'est ici, réviser, hein. recouvrir. Oui, on Donc, m'a dit d'importer au dataset ici, hein. oui, donc vous pouvez essayer Mhm. de faire ça comme exercice. OK. Des OK. questions? On va essayer de faire. On va voir. Alors, Sumbe, Parce qu'il est encore là. Je n'ai il pas est de là. questions. Je suis en train de faire une mise à jour de mon Anaconda 0 pour pouvoir recommencer tout le travail d'aujourd'hui. Donc, D'accord, pour d'accord. l'instant, je n'ai pas de questions. Dans tous les cas, on va envoyer le lien de l'enregistrement tout à l'heure. Mhm. D'accord. OK. Donc, je vous invite à vraiment prendre la main et essayer de dire tout ce qu'il faut dire. OK. D'accord. Bon, euh, bon samedi à tous et à demain à la même heure, à Merci. 12 heures. Merci, mère, à vous.